On va parler ce soir des révolutions de la recherche sur le cancer. Éric Solary, qui est professeur d'hématologie, pardon, et médecin-chercheur, est particulièrement pertinent pour nous parler de ce sujet-là. Je vous rappelle deux, trois petites choses que vous connaissez maintenant. Les webinaires sont organisés par un petit groupe de bénévoles de la FIS. Leur programmation est régulière. Nous allons en faire jusqu'au mois de juin, puis nous reprendrons en septembre. Elle est toujours exigeante quant aux compétences des intervenants. Les webinaires sont bien sûr enregistrés avec l'accord des intervenants et les adhérents de la FIS ont accès aux vidéos des précédents webinaires via leur compte AssoConnect. Des choses vont évoluer bientôt, je vous en parlerai. Bien sûr, et c'est un élément important, les opinions exprimées dans nos conférences sont celles de l'orateur et non nécessairement celles de la FIS, qui appelle à une séparation claire entre l'expertise scientifique et la décision. Éric Solary est, comme je vous le disais, professeur d'hématologie à l'Institut du Paris-Saclay, médecin-chercheur à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Il a été directeur de la recherche au sein de cet établissement de 2011 à 2020. Il a aussi présidé pendant 10 ans le conseil scientifique de la Fondation ARC et il fait partie de son conseil d'administration depuis 2022. Il a coordonné de 2022 à 2024 le programme européen For une Cannes, dont il parlera, je pense, tout à l'heure, et ses propres travaux de recherche sont dédiés à des maladies hématologiques. Le cadre de ce webinaire, 433 136 nouveaux cas de cancer en 2023. C'est la première cause de mortalité prématurée en France. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas apparus pendant une année au sein d'une population donnée, est estimé à 355 cas pour 100 000 hommes et 274 cas pour 100 000 femmes. L'âge médian au diagnostic est de 70 ans chez l'homme, 68 chez la femme. Entre 2010 et 2018, le taux de mortalité a diminué de 2%, 2% par an chez les hommes et de 0,7 par an chez les femmes. Cette diminution globale est le résultat de diagnostics plus précoces et d'avancées thérapeutiques importantes, puis elle-même des progrès immenses de la recherche ces 20 dernières années. Et seuls ces progrès permettront à l'avenir de guérir le cancer. La recherche vit aujourd'hui une révolution, tant sur la compréhension des mécanismes en jeu dans les processus de cancérisation que sur la prévention, le dépistage et sur les traitements. Ce sont là les objets de cet exposé. Merci Jacques pour les mots d'introduction. Merci à la FIS pour cette invitation. Euh, le titre Les révolutions de la recherche sur le cancer est issu d'un petit livre qu'on a conçu avec la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, et c'est pour ça que l'ARC va m'accompagner tout au long de cet exposé et que j'utiliserai le livre un peu comme un logo pour indiquer les choses qui sont un peu des évolutions conceptuelles dans la recherche en cancérologie au cours de ces dernières années. Donc peut-être pour introduire mon propos, on peut commencer par se poser la question de savoir où nous en sommes dans l'histoire de la cancérologie, où est-ce qu'elle débute et comment elle a évolué. Euh, J'aborde souvent cette question parce que je me suis rendu compte que quand on interroge des gens qui ne sont pas du milieu sur l'histoire de la maladie, euh, souvent les gens disent ah ben, le cancer c'est une maladie de la civilisation, c'est de notre faute, on a un mode de vie qui n'est pas prudent et c'est pour ça qu'on développe des cancers, etc. Mais en fait, le cancer est une maladie intrinsèque à l'espèce humaine. C'est difficile d'en retrouver des traces très anciennes parce que c'est souvent une maladie des tissus mous qui disparaît avec la mort. Mais quand même, parfois, on trouve des traces de cancer. Et la plus ancienne, à ma connaissance, qui ait été identifiée, n'était même pas chez un Homo sapiens, mais chez un autre hominidé. C'est en Afrique du Sud. Et c'était un hominidé d'il y a
1,7 million d'années, donc c'est pas d'aujourd'hui. C'était une tumeur maligne d'un os dur, de métatarse, qui avait laissé une empreinte. Et donc, en gros, tout ça pour dire que le cancer, ça a toujours existé, c'est intrinsèque à l'espèce humaine. Et la question est plutôt aujourd'hui de savoir si ça n'est pas intrinsèque à tout organisme multicellulaire. C'est un sujet de recherche en soi. Bien sûr, il y a des organismes qui en développent moins que d'autres, mais peut-être est-ce simplement l'effet de l'organisation multicellulaire qui fait qu'à un moment donné, des cellules peuvent échapper à des contrôles et générer des tumeurs. Donc le cancer est intrinsèque à l'espèce humaine. L'histoire du cancer, elle débute vraiment avec Hippocrate qui crée le mot, comme vous le savez, on est en 500 avant Jésus-Christ à peu près. Il crée aussi la première classification des tumeurs. Il commence par décrire une tumeur du sein, puis ensuite il décrit des tumeurs digestives, des tumeurs d'organes. Donc il crée la classification par organe. Et il propose une hypothèse physiopathologique qui est que ce cancer est dû à une rétention d'humeur. Il propose de bile noire, c'est le terme exact qu'il utilise. Voilà. Et en fait, cette théorie va persister pendant 2400 ans. 2400 ans. En fait, Galien va la reprendre autour de 200 après Jésus-Christ, en créant, lui, le terme non plus de carcinome, mais de sarcome. Donc, Hippocrate, c'était les carcinomes, Galien, c'est les sarcomes, ce sont des termes évidemment qu'on utilise toujours. Lui aussi renforce la notion de rétention d'humeur, euh, propose des explications physiologiques un peu plus sophistiquées, mais finalement, sur le fond, ça revient à la même chose. Ensuite, la théorie évolue très lentement. Jean Péquet, qui découvre la lymphe, pense que c'est peut-être une rétention de lymphe. Le Dran est un chirurgien français qui, lui, ne remet pas en cause la rétention d'humeur, mais s'interroge quand même sur cette maladie qui peut migrer à distance. Et donc, on commence à interroger une question qui va agiter beaucoup les milieux médico-scientifiques pendant le siècle qui va suivre, qui est que le cancer progresse par contiguïté ou est-ce qu'il peut vraiment se déplacer d'un organe à l'autre? Les deux théories vont s'opposer assez farouchement. Mais on en est toujours à la rétention d'humeur. Et finalement, l'oncologie moderne, elle commence il y a 170 ans à peu près. Elle commence au milieu du 19e siècle, lorsque les progrès de la microscopie permettent de détecter les cellules et permettent à Müller puis à Virchow de proposer une théorie cellulaire et qui dit que le cancer, ce n'est pas une rétention d'humeur, ce sont des cellules. Et comme en même temps, les progrès de l'anesthésie aux États-Unis permettent le développement de la chirurgie, finalement, c'est la première option thérapeutique de la cancérologie qui émerge à cette époque, qui est la chirurgie. Elle se faisait un peu avant, mais de façon marginale. Et puis avant, à l'époque de la rétention d'humeur, cancer, c'était pas très précis. On mettait dans cette catégorie les verrues, les hémorroïdes et les tumeurs malignes, donc tout y était. Donc 1850, c'est vraiment le début. Donc l'oncologie moderne, ça a 170 ans. La chirurgie est la première thérapeutique et vous allez voir qu'ensuite, ça évolue par période de 50 ans à la louche. La deuxième grande découverte qui va faire bouger les choses, c'est la découverte des rayons X par Röntgen et puis le radium par Curie, qui va très vite se traduire en option thérapeutique en cancérologie. Et donc, on est à la fin du 19e siècle pour la découverte des rayons et du radium, et puis au début du 20e siècle pour la mise en œuvre de la radiothérapie, pour les premières tentatives, Claudius Regaud par exemple. Et puis, il faut attendre encore 50 ans pour qu'on arrive à l'étape suivante. Donc, au milieu des années 50, débute la chimiothérapie, qui est issue des progrès de la chimie de synthèse, qui, elle, a démarré au début du XXe siècle, ouais, avec la génération des gaz moutardes, qui sont utilisés pendant la Première Guerre mondiale, et puis qui sont repris ensuite par des chercheurs américains qui s'interrogent sur l'effet leucopéniant de ces gaz moutardes et qui, finalement, mettent au point les premiers agents cytotoxiques et la chimiothérapie démarre autour des années 50 et pendant les 50 ans qui suivent, on combine diversement chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Puis, 1950, c'est aussi, à peu de choses près, Watson et Crick, je crois que c'est 53 si ma mémoire est bonne, la double hélice, c'est les progrès de la génétique, c'est les progrès de la biologie cellulaire. Et il faut du temps pour, c'est l'émergence des notions d'oncogènes, de l'évolution clonale des tumeurs, etc. Tout ça reste très théorique, mais à la fin des années 1900 et en 2000 même précisément, apparaissent les premières thérapeutiques ciblées
ciblée directement sur le produit des altérations génétiques. Et puis, dans les années qui suivent, un peu dans la foulée, l'immunothérapie, qui, elle, va être une révolution conceptuelle très profonde. Puisque pour la première fois, on n'attaque plus directement les cellules tumorales, mais on va chercher l'aide des défenses de l'organisme. C'est intéressant aussi de mettre sur cet agenda les réactions sociétales, hein. La société met du temps à réagir. Alors jusqu'en 1850, le cancer, c'est pas forcément une maladie très importante. En fait, les gens meurent de maladies infectieuses et à l'époque, c'est ce qui domine. D'ailleurs, il y a une illustration de ça qui est assez symptomatique. Alexandre Dumas fils, dans La Dame aux camélias, fait mourir son héroïne de tuberculose. C'est vraiment la maladie du moment. On meurt jeune, donc Violetta, la demi-mondaine, qui meurt de la tuberculose à 23 ans. C'est exactement cette époque. En 2019, à Paris, Simon Stone, un metteur en scène australien, met en scène la Traviata, et sa Violetta, elle est influenceuse, elle boit, elle fume, mais elle meurt d'un cancer. Donc les temps ont changé, les préoccupations ne sont pas les mêmes. Donc en 1850, le cancer n'était pas encore vraiment une préoccupation, ça a grossi depuis. La société a commencé à s'en préoccuper à la fin de la Première Guerre mondiale, avec Justin Godard qui crée la Ligue franco-américaine contre le cancer, qui deviendra la Ligue nationale contre le cancer. Puis Gustave Roussy qui commence à réfléchir à un institut du cancer et à la notion de réunion de concertation pluridisciplinaire, qui théorise déjà tout ça. Puis l'ARC est créé en 1962. Tout ça sont des réactions sociétales, mais l'État ne s'est pas encore emparé du sujet. Le premier plan cancer n'émergera qu'en 2003, sous la houlette de Jacques Chirac. Et l'Europe a réagi récemment avec son Europe's Beating Cancer Plan. Donc la société a mis du temps à s'emparer du sujet, qui est devenu la préoccupation majeure de santé en Europe. C'est la première cause de mortalité. Et le coût de la prise en charge de cette maladie est tel qu'il c'est pas seulement une préoccupation de santé, c'est aussi une préoccupation économique, parce que la montée exponentielle du coût de la prise en charge des cancers avec l'introduction des thérapeutiques ciblées et des immunothérapies peut faire exploser les systèmes de santé à travers toute l'Europe. Voilà, donc ça c'était une petite introduction pour nous situer. Donc on en est là, et quand on est dans une organisation comme la Fondation Arc, la question derrière sera quelle sera la prochaine avancée significative qui va nous faire encore bouger d'une case. Mais d'abord, quelle est la situation et quels sont les chiffres aujourd'hui? Donc Jacques les a évoqués en introduction, 433 000 nouveaux cas de cancer en 2023. On voit que c'est un peu plus les hommes que les femmes, ça reste vrai. Et vous avez les trois principaux cancers de l'homme, la prostate, le poumon, le colorectal. Les trois principaux cancers de la femme sont le sein, de très loin, le colorectal et le poumon en troisième, avec une ascension rapide de l'incidence des cancers du poumon chez la femme, vous savez, en ce moment, qui est assez préoccupante et qui est le prix de l'introduction du tabagisme chez la femme dans les années 70-80. Et surtout, le nombre de cancers augmente considérablement, puisque par rapport à 1990, on est à presque doublé le nombre de cancers chez les hommes, on l'a doublé chez les femmes. Le cancer est responsable de 150 000 décès en 2018. Disons qu'en termes de situation, on guérissait il y a 50 ans, on guérissait 35% des cancers. Aujourd'hui, on a la survie à 5 ans, si on prend ce critère, c'est 67% à peu près. Et le nombre de cancers va augmenter encore, beaucoup, augmenter vraiment significativement, puisqu'en Europe, la situation européenne laisse entendre que les projections des épidémiologistes disent on va augmenter de 30% d'ici 2045, presque 30%. Alors, le premier facteur responsable de ça, c'est le vieillissement de la population, facteur majeur responsable de l'augmentation de l'incidence des cancers. Deuxièmement, il y a probablement des facteurs de risque qu'on maîtrise aujourd'hui très mal et qui augmentent l'incidence des cancers du fait de notre mode de vie, et plutôt des cancers prématurés, on va y revenir. Et puis on dépiste, on diagnostique plus précocement. On pourrait rajouter à ça qu'on guérit maintenant plus souvent d'un premier cancer et qu'éventuellement on développe un deuxième, voire un troisième. C'est devenu une situation assez classique. Donc l'incidence de la maladie va augmenter, mais comme vous l'a dit Jacques en introduction, le taux de guérison aussi progresse régulièrement. La survie à 5 ans aujourd'hui peut se résumer ainsi, souvent en classant par organe, et donc on peut dire qu'il y a des tumeurs à pronostic favorable, la prostate, le sein, la thyroïde, les mélanomes, tant qu'ils ne sont pas métastatiques, le testicule, le corps utérin, le rein sont des cancers plutôt de bon pronostic.
Il y a des cancers de pronostic intermédiaire, le colorectal, l'ORL, le col utérin, l'ovaire. Et puis, il y a des cancers de très mauvais pronostic qui sont souvent très bien connus. Les mésothéliomes sont parmi les pires, le pancréas, l'œsophage, le foie, le poumon, les voies biliaires, le système nerveux central. Dans toute la sphère digestive, vous voyez, le poumon, le système nerveux central, voilà un peu les cancers les plus graves. Et quand je dis que la classification par organe est de moins en moins pertinente, c'est qu'avec les progrès de la caractérisation des tumeurs, on ne se contente pas de dire c'est un cancer du poumon ou un cancer du sein. Vous savez maintenant que d'abord l'anatomopathologie est venue sous-classer les tumeurs, puis ensuite la génétique l'a encore sous-classé. Et si bien que les tumeurs sont des petits groupes de plus en plus rares en soi, et il y a dans chaque catégorie des tumeurs qui sont très difficiles. Je prends l'exemple du sein pour qu'il y ait un petit macaron rouge, parce que dans le cancer du sein, on sait bien qu'il y a les triples négatifs de la femme jeune, qui sont des cancers très difficiles à gérer. Donc au sein d'une catégorie de cancer d'organes, même si le pronostic global est bon, certains sous-groupes peuvent être encore de mauvais pronostics. D'autre part, les progrès thérapeutiques de la cancérologie se font quand même par petits sous-groupes, c'est-à-dire qu'on avance marche par marche. On progresse tous les jours, mais on progresse par petites marches à chaque fois. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a 3 âges du cancer. Il y a les cancers pédiatriques. Quantitativement, ce n'est pas très important, c'est 2500 en France par an. En termes d'affectivité, etc., ça reste un drame à chaque fois. Le taux de guérison des cancers pédiatriques aujourd'hui est de 80%. Ceci étant, on reparlera du survivorship, c'est-à-dire qu'est-ce que deviennent les enfants qui ont guéri d'un cancer et quelles sont les conséquences à long terme. C'est un sujet de recherche en soi maintenant. La deuxième catégorie est à droite, c'est la catégorie des sujets âgés. Le vieillissement est le facteur de risque principal de cancer de tous. On va revenir aussi sur cette notion. Et donc, on peut considérer qu'apparaît l'âge moyen du cancer, qui a été situé par Jacques tout à l'heure, 67-68 ans chez la femme, 70 chez l'homme actuellement. C'est des cancers associés au vieillissement. Et entre les deux, il y a ce qu'on qualifie parfois de cancer prématuré, qui survient avant l'âge médian de survenue des cancers, dont la fréquence augmente de façon inquiétante, surtout pour ceux de la sphère digestive ces dernières années, de façon vraiment importante, comme l'incidence du cancer du pancréas qui monte très vite, et il y en a d'autres, et pour laquelle on ne sait pas très bien ce qui provoque cette augmentation d'incidence. Bon, ceci étant, l'incidence des cancers augmente clairement avec l'âge, et toutes les courbes le montrent, et c'est vrai pour toutes les localisations. Quasiment. Voilà, donc, comme je vous disais tout à l'heure, ayant fait un peu l'historique des choses, montrant où on se situe dans l'histoire de la cancérologie, voyant un peu quelle est la situation actuelle, donc je vous le disais, actuellement, il y a quand même entre 30 et 40% des cancers qu'on ne sait pas guérir, même si on progresse régulièrement. Il nous faudrait une nouvelle découverte de rupture. On a eu la microscopie qui a conduit à la chirurgie, les rayons X pour la radiothérapie, la chimie de synthèse pour la chimiothérapie, la génétique qui a guidé la thérapeutique ciblée, et d'une certaine manière la biologie cellulaire pour l'immunothérapie. Donc voilà, on en est là. La prochaine rupture, en fait, beaucoup parient que la prochaine rupture sera celle de l'utilisation des données massives. Et c'est en tout cas le pari que fait la communauté européenne. La communauté européenne qui, comme je vous le disais tout à l'heure, a lancé pour la première fois un plan européen contre le cancer. Ce n'est pas tellement dans les attributions de l'Europe que de s'occuper de santé, mais compte tenu de l'impact à la fois massif du cancer et l'impact sur la santé et de l'impact économique, du nombre de malades concernés, du nombre de décès que ça va provoquer, c'est devenu une priorité. Donc, c'est le plan européen contre le cancer. C'est aussi la mission cancer. L'Europe a lancé 5 missions qu'elle veut sur le modèle Apollo, c'est-à-dire elle s'empare d'un sujet et puis on réfléchit en profondeur sur ce qu'on peut faire. Donc, il y en a 4 qui sont dédiées à l'environnement et une dédiée à la santé. Et cette mission cancer dédiée à la santé, mission européenne dédiée à la santé est une mission cancer. Donc, chacun a promulgué des recommandations. Et l'une d'entre elles est que pour progresser en cancérologie, il faut mieux comprendre la maladie, donc Understand Cancer, donc le projet UNCAN dont j'ai commencé à m'occuper et de comment on peut, en fait, l'objectif c'est de mettre en place un réseau de données de recherche sur le cancer à l'échelle européenne, de façon à ce que les données circulent, en dépit du RGPD qui bloque beaucoup de choses, mais qu'on soit capable de faire circuler les données de recherche sur le cancer, les données issues de patients, mais aussi les données issues de modèles,
les données d'image, les données de omics, les données clinico-biologiques. La grande différence de ces 2 dernières décennies, c'est qu'il y a encore 20-25 ans, quand on faisait un bilan biologique, on demandait quelques constantes, voilà, générées par les laboratoires d'hématologie, de biochimie, etc. Aujourd'hui, on se retrouve avec des millions, des milliards de données chiffrées qu'il faut apprendre à gérer. Même les images sont converties en données chiffrées et la question est vraiment d'apprendre à gérer ça. Et donc, le pari, c'est que cette analyse des données massives va nous permettre de comprendre une nouvelle dimension de la maladie. C'est un pari qui paraît assez raisonnable. Il y a des chances qu'on progresse significativement grâce à la circulation de ces données qui est en train de se mettre en place. Alors, on va parler maintenant un peu de prévention. Donc, l'un des meilleurs moyens de gagner du terrain sur la maladie, c'est sans aucun doute d'essayer de la prévenir. Et si on n'arrive pas à la prévenir, de la dépister aussitôt qu'il est possible. Ce sont 2 sujets sur lesquels je vais m'étendre un petit peu. Les facteurs de risque de cancer sont bien établis. On sait qu'il y a une part de génétique dans un certain nombre de cancers. Ça représente 5 à 10% du risque de cancer. Et dans cette part de génétique, il y a des prédispositions très fortes. Il y a des familles qui ont des risques élevés de cancer. On sait que les familles qui sont mutées constitutivement pour TP53 font beaucoup de tumeurs. C'est le syndrome de Li-Fraumeni. On sait que les familles mutées pour BRCA1, les femmes, mais parfois des hommes d'ailleurs, font des cancers du sein, les femmes des cancers de l'ovaire, etc. Donc il y a des familles avec des fortes prédispositions très bien connues. Il y a des prédispositions intermédiaires, un peu plus fréquentes, mais un peu moins puissantes. Et puis, il y a des micro-prédispositions. On pourrait dire tout le monde n'a pas exactement le même risque de développer telle ou telle tumeur. Et ça se déchiffre de plus en plus. On trouve maintenant des facteurs génétiques qui prédisposent au développement de tumeurs autour de 50-60 ans. Donc, voilà, l'impact de la génétique existe. Il y a un fond génétique qui prédispose plus ou moins à ce risque. C'est un premier facteur. Et c'est intéressant de le connaître parce que ça guide un certain nombre de choses derrière. Ensuite, il y a les facteurs d'exposition. Bon, le tabac reste le facteur de risque majeur en cancérologie. Mais il y en a d'autres, des facteurs de risque, et actuellement, comme vous le savez sans doute, c'est l'obésité, la surcharge pondérale qui est en train d'arriver en deuxième position. Et il y en a beaucoup d'autres, on va y revenir. Et ça représente à peu près 40% de facteurs de risque de cancer sur lesquels on peut agir. Alors un cancer, c'est jamais un seul facteur, donc on agit sur un cofacteur ou plusieurs cofacteurs. En fait, l'idée, c'est de limiter au maximum les cofacteurs de risque de cancer qui ont souvent des effets promoteurs en fait, du développement des tumeurs. Et puis, il y a d'autres facteurs de risque peut-être sur lesquels on pourrait agir. Et l'une des grandes questions actuelles, c'est compte tenu des progrès de la biologie du vieillissement, est-ce qu'on ne va pas bientôt pouvoir agir sur le facteur vieillissement? Et c'est un sujet en soi, hein, mais je pense qu'il y a eu 30 à 40 ans de progrès de la biologie du vieillissement qui nous amènent aujourd'hui aux premières interventions thérapeutiques pour essayer de réduire les effets du vieillissement. Par exemple, d'éliminer les cellules sénescentes dans les tissus, comme on défragmente son disque dur, hein, c'est un peu le même principe, de façon à régénérer les tissus. Est-ce qu'on ne va pas faire des cures de temps en temps de sénolytiques pour éliminer nos cellules sénescentes, qui elles sont des facteurs d'inflammation, qui sont des promoteurs de cancer dans les tissus? Et donc retarder en quelque sorte l'âge d'apparition du cancer en freinant les effets du vieillissement. Au passage, on freinera beaucoup d'autres maladies. On y reviendra. Ainsi est apparu ces dernières années le concept de plus en plus répandu d'interception. Le concept d'interception, c'est de se dire que finalement, si on comprend bien les étapes d'émergence des cancers, peut-être qu'on va pouvoir inhiber le développement d'un cancer avant même de l'avoir détecté, avant même d'avoir détecté cliniquement le fait qu'une tumeur est apparue. Peut-être même avant d'avoir détecté la cellule elle-même. C'est Elizabeth Blackburn qui a eu le prix Nobel pour son travail sur les télomérases, si je me souviens bien, et qui a proposé ce concept d'interception qui est en train de se répandre largement en cancérologie. Alors, ça existe déjà plus ou moins, hein. Si on prend l'exemple d'Angelina Jolie, qui est le prototype de la mutation BRCA1, parce qu'elle a rendu publique sa situation personnelle, bon, donc, on sait qu'elle a une prédisposition forte et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bien sûr, il y a une prévention passive qui consiste à surveiller ce qui se passe. Elle a des examens réguliers depuis l'âge de 25 ans, une imagerie mammaire avant 30 ans.
L'ovaire, on ne peut pas faire grand-chose pour surveiller. Donc, la prévention passive, ce n'est pas très séduisant. Il y a une prévention active. Elle a rendu public le fait qu'elle faisait faire une mastectomie bilatérale à titre préventif pour ne pas développer de cancer du sein, salpingo-ovariectomie vers 35-40 ans après les grossesses, des anti-hormones si jamais elle fait un premier cancer. Mais tout ça n'est pas complètement satisfaisant. En fait, les hypothèses qui émergent dans la tête des chercheurs, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose? Et donc, on sait qu'un des traitements qui est actif dans les cancers de l'ovaire, par exemple, sont les inhibiteurs de PARP actuellement. Alors, les inhibiteurs de PARP sont des médicaments qui ont quand même un certain nombre d'effets secondaires, donc on ne va pas les utiliser comme ça. Mais enfin, conceptuellement, même si ça reste de la médecine fiction aujourd'hui, l'idée serait de dire, ben, chez des gens qui ont des mutations de BRCA1, est-ce qu'il ne faudrait pas donner des médicaments de type PARP inhibiteur avec des effets similaires, je sais pas, tous les 3 mois, pendant 3 jours, je ne sais rien, pour éliminer les cellules, pour intercepter le cancer avant même qu'il soit développé. Voilà le concept d'interception. Et puis récemment, vous avez peut-être entendu à la radio à Cambridge le fait que les chercheurs de Cambridge ont montré que dans les cancers BRCA1-, on voyait très vite une inhibition du système immunitaire. Est-ce qu'il ne faut pas relancer le système immunitaire régulièrement chez ces gens-là? Aujourd'hui, avec les immunothérapies, ça serait vraiment toxique, mais voilà, l'idée est là. L'idée est même en train d'être testée. Par exemple, des gens qui ont ce syndrome rare de Gorlin, qui sont des gens qui développent des carcinomes basocellulaires à répétition toute leur vie. Maintenant, dans le traitement des carcinomes basocellulaires, il y a une drogue qui a été validée, qui est un extrait du lilas, qui est le gaz d'Égypte. Donc, elle a été validée par la FDA comme thérapeutique, mais est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser en préventif pour intercepter les cancers basocellulaires? Donc, voilà, la prévention évolue vers une prévention active guidée par le contexte. Une autre prévention active extrêmement importante, c'est la vaccination, puisque un des facteurs de risque de cancer, c'est quand même un certain nombre de maladies infectieuses. Alors, pour l'hépatite B, après toutes les crises autour de la vaccination de l'hépatite B, maintenant c'est rentré dans les mœurs. Ça se fait très jeune. La question aujourd'hui, c'est la vaccination HPV, donc, qui est vraiment sur la table. Alors, les Australiens le font depuis 2004, et leur prédiction épidémiologique, c'est que le cancer du col utérin sera éradiqué en Australie à la fin des années 2030, et probablement une bonne partie des cancers ORL avec eux. Donc, l'enjeu de la vaccination est extrêmement important. Malheureusement, en France, vous savez, toutes les réticences rencontrées, même si les politiques s'en sont emparés et qu'il y a une volonté maintenant de développer la vaccination. Le début est poussif, c'est souvent comme ça. Espérons qu'on va développer la vaccination HPV dans les années qui viennent, parce que c'est un moyen très efficace de lutter contre une tumeur qui reste terrible, hein, qui est le cancer du col utérin. C'est quand même 1200 morts par an. Donc ça reste, et puis les cancers ORL HPV induits, qui sont en train de monter en incidence de façon très forte. Donc là, il y a un vrai sujet sur lequel on peut être efficace en termes de prévention, et on pourrait multiplier les exemples donc les exemples de prévention se développent. Alors, je vais faire un peu un aparté avec cette question, c'est comment on a évolué d'une vision réductionniste du cancer à une vision beaucoup plus holistique actuellement. C'est vraiment une révolution conceptuelle qui est issue alors, peut-être je vais d'abord reprendre l'historique, hein. Traditionnellement, le cancer, c'est la vision de Peter Nowell qui a découvert le chromosome Philadelphie dans la leucémie myéloïde chronique et puis qui a repris des théories évolutionnistes qui existaient déjà, mais il a montré que ça pouvait avoir du sens. Et donc, il a dit un cancer, c'est une altération génétique dans une cellule, ça génère un clone qui grossit. Et puis ensuite ont été découverts les oncogènes, c'est le prix Nobel de Warmus et Bishop, et la théorie réductionniste du cancer a culminé, si je peux dire, en 2000 avec ce papier dans Cell qui a décrit les hallmarks du cancer, qui conceptuellement est un article qui est très aidant, parce qu'en gros, c'est qu'est-ce que c'est qu'une cellule transformée? Mais la conception, c'est le cancer, c'est une cellule qui est devenue malade et qui échappe à tout contrôle. Mais en fait, en 2015, les cartes ont été rebattues avec cette découverte encore du Sanger Institute à Cambridge, où ce que vous voyez, les petits croissants, là, c'est des bouts de paupières de gens qui se sont fait faire de la chirurgie esthétique, et les chercheurs de Cambridge ont fait des forages là-dedans, et ils ont séquencé en profondeur, et ils sont aperçus que par millimètre carré de peau de paupière, il y avait 6 clones en moyenne, définis par des mutations extrêmement puissantes et oncogéniques, comme TP53, FGFR3, Notch1 ou Notch3, etc. Donc on est tous bourrés. En fait, depuis, ça a été montré, dans tous nos tissus sains, hein, présumés sains, nous sommes bourrés de clones de cellules dans lesquelles il y a des mutations oncogéniques. En fait, c'est un marqueur de vieillissement que d'accumuler ces clones. Vous voyez ici un épithélium de l'œsophage avec les clones représentés en petits ronds de couleur. Et vous voyez que c'est l'âge qui est indiqué en noir, en gros. Vous voyez qu'entre 20 ans et 72 ans, une des marques du vieillissement, c'est d'accumuler des clones de cellules mutées qui sont de plus en plus gros. Et en milieu de vie, on a déjà 50% de nos tissus colonisés par des clones.
Donc c'est quand même très impressionnant et ça change complètement la donne. Ces clones, ils sont apparus très tôt, dans l'enfance, quelquefois dans l'embryogenèse. Par exemple, si on prend la mutation de JAK2, qui est responsable de la maladie de Vaquez, la polyglobulie, pas une maladie gravissime, mais quand même une maladie néoplasique, maintenant on s'est remonté le temps et on peut savoir que la première cellule mutée JAK2 est souvent apparue dans la petite enfance et quelquefois même pendant l'embryogenèse. Donc on est avec des clones déjà, où on développe très vite des clones qui vont persister toute la vie, qui vont grossir très lentement, qui à un moment donné vont atteindre un certain seuil de détection. On parle maintenant d'hématopoïèse clonale quand on est dans le système hématopoïétique, de CHIP, hématopoïèse clonale de potentiel indéterminé, qui un jour peut éventuellement devenir une maladie. Et donc, pour passer du réductionnisme au holisme, il faut se référer à une expérience voilà, que j'aime beaucoup, c'est l'expérience du virus de Rousse, donc virus oncogénique qui induit le sarcome du poulet. Donc, quand on injecte un extrait de virus, enfin, Peyton Roos a montré dans les années 1910 que ce virus pouvait induire des cancers chez le poulet. Oui, mais Mina Bissell, qui est une chercheuse américaine dans les années 80, a dit, mais moi, si j'injecte du virus du sarcome de Rousse dans une aile d'embryon de poulet, bah, il ne développe pas de tumeur. Ah oui, mais si je frotte l'aile contralatérale avec un produit pro-inflammatoire, que je déclenche de l'inflammation, poup, la tumeur pop-up au niveau de la zone inflammatoire. Donc, la tumeur, elle se développe dans un contexte qui lui permet de se développer. Et d'ailleurs, c'est le retour du concept de promoteur, qui est quand même ancien, mais qui est remis au goût du jour avec les particules fines, puisque l'année dernière, dans Nature, une équipe anglaise a publié ce papier montrant que les particules fines de moins de 2,5 microns jouent un rôle de promoteur des cancers du poumon, en quelque sorte en faisant émerger, transformer un de ces clones qu'on a naturellement dans les muqueuses bronchiques. Et la question qui se pose en fait quand on voit toutes ces images, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de cancers? Pourquoi on n'en développe pas plus? Donc probablement, nos tissus accumulent des clones de cellules mutées avec l'âge, ça c'est un effet du vieillissement, et dans ce patchwork de cellules mutées qui est considérable en fait à l'échelle d'un organisme, l'émergence d'un cancer reste un événement très rare, heureusement. Probablement tous ces clones, à un moment donné, entrent en sénescence. Il y a des mécanismes de protection qui font qu'ils sont éliminés par le système immunitaire ou ils restent à l'état de sénescence dans les tissus, mais voilà. En fait, on ne sait pas encore exactement très bien quelle est la transition. Il y a probablement à un moment donné un effet promoteur de quelque chose qui fait qu'un de ces clones émerge avec une part de hasard. D'autre part, le rôle de l'environnement est illustré aussi ici avec les cancers de la prostate, puisque des autopsies ont été réalisées chez des hommes qui avaient entre 10 et 49 ans qui mouraient à l'occasion d'un accident. On ne trouvait pas de cancer de la prostate entre 10 et 20 ans, mais on commence à trouver, entre 20 et 30 ans, on commence à trouver des micro-cancers in situ. Entre 40 et 50 ans, c'est 34% des hommes qui en ont. Et pourtant, ces cancers ne feront peut-être jamais parler d'eux si on les touche pas. Bon. Donc, longtemps, les tissus normaux préviennent l'expansion des tumeurs et donc il faut intégrer cette composante un cancer. Il faut qu'il y ait un moment donné, il ait la permission de s'expandre. Voilà, donc c'était un aparté pour revenir à la prévention et à la prévention personnalisée qui nécessite une véritable révolution sociétale. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, on revient au cancer évitable, hein. Je vous rappelle les facteurs de risque de cancer. On a dit le tabac en tout premier, mais ensuite c'est le poids, puis c'est l'exposition solaire avec les UV, c'est la sédentarité, la consommation excessive d'alcool. Faut privilégier aussi l'allaitement maternel, manger une alimentation libre et équilibrée, variée et équilibrée, et se faire vacciner. Voilà les recommandations qu'on trouve sur le site de l'INCa, et se faire dépister, évidemment. Donc là, il y a des choses sur les habitudes de mode de vie. Il faut, donc, le principe, c'est ensuite d'identifier les facteurs de risque, d'informer pour mieux prévenir. Si on veut personnaliser, ça veut dire qu'il faut faire ça à l'échelle individuelle. Quand on interroge les médecins généralistes, on l'a fait au sein de la Fondation ARC récemment, 8 médecins sur 10 aimeraient, et d'abord estiment que la prévention devrait être une priorité de leur activité, et je pense il me semble qu'ils ont raison, mais 50% disent aussi qu'il manque de temps pour le faire, et effectivement, il faudrait créer, et c'est pour ça qu'il y a une évolution sociétale nécessaire, pour personnaliser la prévention, il faudrait créer un temps de consultation dédié à la prévention qui soit différent de la consultation standard. C'est quelque chose de très difficile, il faut du temps.
Néanmoins, c'est quelque chose qui est testé en ce moment, la prévention personnalisée. Et Suzette Delaloge, à Gustave Roussy, est un médecin cénologue, une oncologue médicale, qui a développé un programme extrêmement intéressant, qui est un parcours interception. Elle considère que 40% des cancers se développant chez des personnes qui auraient pu être identifiées plutôt comme étant à risque, on peut faire mieux. Donc, il s'agit de personnaliser l'identification des risques avec l'aide du médecin de ville, mais aussi à l'hôpital, d'organiser ensuite, en fonction des risques, des journées de sensibilisation, d'éducation, aussi de déculpabilisation, parce que ça ne sert à rien de se mettre la tête à l'envers. Et puis ensuite, il faut un suivi personnalisé de prévention et de dépistage qui implique encore une collaboration ville-hôpital. Il y a un plan de suivi qui est proposé, donc tout ça c'est en place, hein, ça fonctionne, ça commence à diffuser dans les centres de lutte contre le cancer. Et en cas de suspicion du diagnostic de cancer, on a comme ça une prise en charge accélérée. Mais évidemment, c'est coûteux, etc. Donc ça demande c'est un choix vraiment à nouveau sociétal. Donc, si on résume, il y a des pistes pour améliorer la prévention des cancers. Peut-être par des conseils beaucoup plus personnalisés, on mobilisera mieux les citoyens sur la prévention des cancers, détecter aussi les états prénéoplasiques, faire monter l'incidence de la vaccination, peut-être moduler, alors il y a des pistes sur la modulation du microbiote, des traitements anti-infectieux, je n'ai pas le temps de m'étendre, prévenir de plus en plus des effets du vieillissement, réduire les autres sources d'inflammation et peut-être développer une interception médicamenteuse. Voilà un peu les idées qui flottent dans l'air et qui sont en cours d'exploration. Une autre valeur importante, c'est le diagnostic plus précoce. Il faut aller vers des diagnostics plus précoces. En France, on a la chance, et on est quand même, tous les États européens n'ont pas ça, hein, on a la chance d'avoir une politique publique de dépistage qui concerne 3 cancers, le cancer du sein, avec la mammographie, entre 40 et 74 ans, le cancer colorectal au même âge chez l'homme et chez la femme, et le cancer de l'utérus à partir de 25 ans, avec les frottis réguliers et donc auquel il faudrait rajouter la vaccination pour prévenir. Et 9 fois sur 10, quand on détecte ces cancers avec ce programme naturel, on guérit ces cancers. On sait que la seule détection du cancer du sein a fait progresser de 8% l'espérance de vie des femmes atteintes de cancer du sein en France. Et aujourd'hui, on a un peu des programmes pilotes sur le dépistage des cancers du poumon chez des populations à risque, des programmes qui sont déjà en place dans certains pays comme les États-Unis, l'Espagne ou d'autres. Voilà. Donc les choses sont là et c'est déjà quelque chose d'absolument essentiel. Mais ça, c'est une politique publique systématique. Et vous voyez que la population y adhère modérément. 48% seulement des femmes font leur mammographie. 34% acceptent le dépistage du cancer colorectal. 34% seulement, c'est pas tant que ça. Et 60% des femmes suivent un programme régulier de surveillance gynécologique pour le col utérin. Alors là aussi, peut-être que la solution, ce serait de personnaliser si on pouvait. Et là encore, c'est Suzette Delaloge qui a mis en place un essai clinique au niveau européen chez 85 000 femmes volontaires entre 40 et 70 ans, en Belgique, en Espagne, en France, en Israël, en Italie, au UK. Et elle a un plan dans lequel, qui est peut-être un petit peu compliqué comme ça, mais vous voyez qu'il y a une visite d'inclusion. Donc, à part les femmes qui avaient des antécédents de cancer du sein, les femmes sont éligibles. Elles sont randomisées en 2 groupes, celles qui font le dépistage standard, mammographie tous les 2 ans entre 40 et 74 ans, et celles qui vont avoir un rythme de surveillance adapté à leur risque notamment génétique. Et donc, il y a un test salivaire avec une étude génétique qui est faite, avec des groupes à risque qui ont été définis. Et en fonction de l'histoire de la personne, de l'histoire de sa famille, de son mode de vie et de son étude biologique et génétique, on va déterminer si elle est à bas risque, à risque modéré, à risque élevé ou à très haut risque. Et la mammographie sera faite tous les 4 ans, tous les 2 ans, tous les ans, ou combinée même à une IRM quand le risque est très élevé. Et donc, les inclusions ont été faites, l'étude est terminée, elle est en cours d'analyse, donc on verra si en personnalisant le dépistage, on peut faire plus précis et plus important. C'est une question compliquée sur le plan sociétal, cette question de la prévention personnalisée. Et Geoffrey Rose, qui est un épidémiologiste anglais, avait théorisé ça en disant il y a 2 paradoxes dans la prévention. Parce qu'une prévention qui apporte un bénéfice significatif à l'échelle de la population, souvent au niveau individuel, c'est pas grand-chose. C'est comme la ceinture de sécurité. Si vous la mettez, vous n'avez jamais d'accident, ça vous aura servi à rien de vous embêter avec la ceinture de sécurité toute votre vie. Bon.
Donc, en revanche, une mesure de prévention adaptée à un individu donné sera très efficace pour cet individu donné, celui qui conduit comme un fou et qui fait des tonneaux tous les 3 jours, mais à l'échelle de la population, ça, bon, voilà, vous comprenez le principe. Il y a un deuxième paradoxe, c'est que quand on réfléchit, on se dit il faut absolument faire porter l'effort de prévention sur les populations à risque élevé, par exemple ceux qui ont une prédisposition génétique. Oui, mais à l'échelle de la population, les prédispositions BRCA1 des cancers du sein, ça représente très peu, alors que le cancer du sein est une maladie très fréquente. Donc, pour un cancer donné, c'est un plus grand nombre de cas sans prédisposition génétique. Donc, c'est là qu'il faut faire porter le risque. Donc, il faut se poser toutes ces questions et c'est difficile de trouver le bon équilibre. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on explore l'apport de l'intelligence artificielle à l'amélioration du dépistage des cancers. Et donc, on va intégrer grâce à ces outils, et ça commence à se faire, et je vais vous raconter un résultat récent, d'abord à partir de données générales, d'histoires personnelles, de mode de vie. Et avant d'aller plus loin, je vais vous dire ce qu'ont fait les Danois. L'année dernière, ils ont publié dans Nature Medicine un papier assez surprenant dans lequel ils ont simplement récupéré les données d'assurance maladie avec les prescriptions médicales. Il y a 6 millions d'habitants, je crois, au Danemark, et tout le monde est bien enregistré, donc ils ont bien les données. Ils ont regardé ça et ils ont sorti un algorithme prédictif du risque de cancer du pancréas qui a été validé ensuite sur une population des États-Unis. Quand même, juste avec les données générales de santé, on a déjà, avec l'IA, un algorithme qui percute. Si on rajoute à ça toutes les données de biologie qu'on génère maintenant, c'est-à-dire qu'on est capable d'enregistrer, de faire circuler et d'intégrer avec les algorithmes d'IA toutes les données qu'on génère à partir de la biologie, ne serait-ce que la biopsie liquide qui peut servir au dépistage, les données qu'on a générées aussi avec les biopsies tumorales plus avancées, et qu'on intègre aussi l'imagerie, qu'on peut maintenant analyser, l'imagerie médicale, les scanners, les IRM, les radios, mais aussi la pathologie digitale, la NAPAT. Tout ça étant brassé avec les outils d'intelligence artificielle, on peut certainement faire des progrès significatifs en termes de dépistage des cancers dans la décennie qui vient. Alors, c'est l'exemple, la Fondation Arc le fait dans le cancer du pancréas, dont vous savez le côté dramatique, 16 000 nouveaux cas par an, ça monte en incidence, 11 400 décès, c'est le 7e cancer le plus fréquent. La survie à 5 ans est très basse, 11%, la plupart sont inopérables. Bien, voilà le genre de programme qui existe en France en ce moment. C'est pour vous donner des exemples de programmes, c'est ceux qu'on soutient à la Fondation Arc, mais il y en a d'autres. Voilà, Jérôme Cros à l'hôpital Beaujon à Clichy, qui identifie parmi les lésions kystiques les plus à risque d'évoluer en cancer du pancréas, simplement en combinant l'intelligence artificielle, en brassant lui aussi des données d'imagerie et des données moléculaires, voilà, à partir de liquide de kyste. Voilà un exemple de travail qui est en cours de mise en place des outils d'intelligence artificielle. Un autre qui est développé par Catherine Alix-Panabière au CHU de Montpellier, qui, elle, est une spécialiste de la biopsie liquide, donc de l'analyse du sang pour essayer de détecter des traces de tumeurs, en analysant des cellules tumorales circulantes, des traces d'ADN fragmentées dans la circulation ou des vésicules extracellulaires. Eh bien, elle aussi est en train d'essayer de progresser dans le diagnostic précoce du cancer du pancréas avec cet outil. Voilà. Et puis, il y a cet enjeu du partage des données pour stimuler l'intelligence artificielle. C'est le programme Uncan que je vous évoquais tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de créer un réseau de circulation des données de recherche sur le cancer. Alors, on va le créer autour de ce qu'on appelle des use cases, c'est-à-dire en gros des projets de recherche qui vont générer de la donnée qu'on va apprendre à partager. On va impliquer les patients et les citoyens européens dans le processus de façon à ce que vraiment tout le monde soit mobilisé pour que les applications en prévention aient du sens. Et essayer, à travers ces programmes, de résoudre aussi les inégalités entre les États membres d'Europe, parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose d'avoir un cancer à l'est et à l'ouest de l'Europe, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, je vais presque terminer, hein. Il me reste deux chapitres, je crois. Le premier sujet qui souvent résume la vision qu'on a de la recherche sur le cancer, c'est lutter contre la résistance thérapeutique. Parce qu'en fait, quand on interroge beaucoup de gens sur qu'est-ce que c'est la recherche sur le cancer, en gros, c'est trouver des meilleurs traitements. On occulte la prévention, on occulte le dépistage, etc. Alors, c'est pour ça que j'ai volontairement insisté beaucoup sur ces parties-là. Mais la résistance reste évidemment au cœur des préoccupations, puisque aujourd'hui, comme je le disais en introduction, voilà, la survie à 5 ans, c'est 67-68%, donc il y a encore plus de 30% des patients qui meurent dans les 5 ans de leur maladie. C'est beaucoup trop. Alors, ce qu'on a appris au cours de ces dernières années,
c'est à déchiffrer l'hétérogénéité intratumorale qui est considérable. C'est-à-dire que le cancer naît dans une cellule, mais à chaque fois qu'elle se divise, cette cellule peut éventuellement acquérir une nouvelle altération génétique ou épigénétique et créer un deuxième sous-groupe de cellules qui sont un peu différentes des premières, parce qu'il n'y a qu'une des cellules filles qui va acquérir cette altération et pas l'autre. Et puis à la fin, on se retrouve avec différentes populations qui là sont représentées par des couleurs blanc, bleu ciel, jaune, violet et rouge. Voilà. Et très souvent, quand on traite, on a une très bonne réponse thérapeutique parce qu'on a éliminé toutes les cellules sensibles. Mais au milieu de ces cellules sensibles, il reste quelquefois quelques cellules rouges ici sur ce schéma qui, elles, sont les cellules résistantes. Et voilà, c'est ces cellules résistantes qui vont repousser et qui vont envahir toute la tumeur et qui expliquent pourquoi souvent en deuxième ligne thérapeutique, comme pour utiliser un terme des oncologues médicaux, en deuxième ligne thérapeutique, généralement, on n'utilise pas le même traitement qu'en première ligne parce que voilà, les cellules qu'on repoussait, a priori, sont des cellules qui étaient résistantes au premier traitement et qu'on a sélectionnées. Donc, il y a beaucoup de pressions de sélection qui jouent sur l'évolution néo-darwinienne d'une tumeur, mais l'une des pressions de sélection est celle qu'on applique avec le traitement. Voilà. Et c'est une préoccupation permanente de la thérapeutique. Alors aujourd'hui, on dispose de très nombreuses approches médicamenteuses. On les a évoquées en introduction. On a parlé au départ, c'était la chirurgie. Voilà, ça c'était radical, on a éliminé. Puis la radiothérapie, puis la chimiothérapie. Maintenant, il y a les thérapeutiques ciblées. Les thérapeutiques ciblées, donc le principe est simple, hein. On identifie une mutation génique qui code une protéine et on a un médicament qui va neutraliser les effets de cet événement génétique. Le meilleur exemple, c'est la leucémie myéloïde chronique. Donc, on revient à Peter Nowell, le chromosome Philadelphie, avec BCR-ABelson. On a maintenant, première étude thérapeutique ciblée, l'imatinib, qui rentre dans la cellule et qui neutralise BCR-ABelson, qui était un néokinase qui est responsable de la transformation. Mais c'est une maladie assez simple dans son concept. Donc, voilà. Mais en tout cas, là, avec les inhibiteurs de tyrosine kinase, on a des thérapeutiques ciblées très, très souvent utilisées maintenant. Et puis, on a les immunothérapies, dont les principales sont les inhibiteurs de point contrôle, immune checkpoint blockers, qui, alors les immunologistes ont longtemps pesté en disant la solution c'est l'immunologie, mais rien ne marchait, sauf peut-être un peu la greffe de moelle. Et jusqu'à ce qu'on découvre que en fait, les cellules tumorales étaient capables de neutraliser les cellules immunitaires par des interactions entre elles, et que si on supprimait ces interactions, on réactivait le système immunitaire. C'est le principe des immune checkpoint blockers. Donc voilà, on a ces 5 armes thérapeutiques aujourd'hui avec nous pour résumer. Et la question, c'est comment on progresse. Alors, avec ces 5 armes, pour l'instant, une des voies de progression, c'est la combinaison thérapeutique. Bon, c'est un peu comme dans les maladies infectieuses, la tuberculose, il faut 3 antibiotiques, le sida, il faut 3 inhibiteurs de protéines virales, etc. Donc, probablement en cancérologie, il faut probablement combiner pour avoir des chances de gagner. Donc, c'est un des grands sujets de la recherche contre la résistance thérapeutique actuellement que d'évaluer l'efficacité et l'inocuité d'associations de différentes thérapeutiques. Par exemple, ici, c'est Isabelle Récocard à Lyon qui dans les cancers gynécologiques, endomètre, col de l'utérus, ovaire, combine 2 thérapeutiques ciblées pour essayer de gagner du terrain. Donc voilà, et alors on pourrait définir ça dans tous les sens, hein. Vous pouvez combiner tout ce que vous voulez, chimio, thérapeutique ciblée, chimio, immunothérapie, immunothérapie thérapeutique ciblée, tout est possible. La deuxième voie de progrès, c'est d'essayer d'identifier à l'avance, de chercher des biomarqueurs prédictifs de la réponse thérapeutique qu'on va obtenir pour limiter les dégâts, parce que tous les traitements ont des effets secondaires. Alors, certes, on sait mieux les gérer qu'avant, on sait bien les détecter, mais enfin, néanmoins, ça reste quand même un point clé. Et donc, il faudrait pouvoir identifier la réponse qu'on va avoir à l'avance sur des biomarqueurs pour donner les médicaments à ceux qui vont en bénéficier et pas les donner aux autres. C'est un joli principe, c'est facile à dire, c'est extrêmement complexe à faire. Toujours est-il qu'au sein de l'ARC, par exemple, on a un programme SANIT qui a été lancé maintenant il y a 7 ans. On discutait encore ce matin des résultats de l'appel d'offres de cette année. Et on progresse tous les ans dans la définition des signatures cellulaires et moléculaires qui permettent d'anticiper la réponse aux inhibiteurs de point contrôle ou aux CAR T-cells ou aux anticorps bispécifiques ou à la vaccination thérapeutique. Voilà, on a déjà mis 17 millions et demi dans ce sujet-là. Donc voilà un peu comment on essaye de progresser contre la résistance contre le cancer. Ce sont les grandes voies actuelles. Et puis pour terminer, il ne faut pas négliger le survivorship, qui est un nouveau sujet de recherche qui est apparu assez récemment en fait, mais où on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas seulement de guérir d'un cancer, il s'agit aussi de vivre après un cancer et de vivre bien. Or, on sait bien que le cancer, c'est un
le traitement des cancers est souvent des effets secondaires à long terme, fatigue en particulier. 60% des gens qui ont des cancers guéris ou chronicisés ont des cancers guéris ou chronicisés, 80% dans les cancers de l'enfant. Et la question aujourd'hui, c'est de maîtriser les effets à long terme. Alors, il y a des pistes, hein, et on sait qu'un des effets du traitement du cancer, c'est de faire vieillir plus vite que normalement. C'est quelque chose qu'on va peut-être pouvoir mesurer un jour. Vous avez peut-être vu qu'on arrive maintenant à mesurer un âge biologique en analysant ou les protéines ou les marqueurs épigénétiques ou d'autres paramètres dans le sang circulant. Il faut qu'on comprenne mieux la physiopathologie de cette fatigue chronique qui persiste derrière. Il faut prévenir ça avec une désescalade thérapeutique quand on peut. Il faut restaurer l'état initial et la qualité de vie idéale après le traitement. Et donc, ça m'amène à terminer avec la gestion du vieillissement, qui est devenu un enjeu majeur en cancérologie, même si ce n'est pas encore très bien accepté. Les liens avec le vieillissement et le cancer sont les suivants. D'abord, c'est un facteur de risque majeur. Je l'ai dit en introduction, c'est le facteur de risque majeur de cancer que de vieillir. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est comment l'âge facilite l'émergence et la progression des cancers en créant un espèce d'état inflammatoire chronique. Et puis, c'est aussi un enjeu pour apprendre à traiter les personnes âgées, parce que tous les essais cliniques qui sont faits en cancérologie n'incluent que des gens de moins de 75 ans, voire de moins de 65 ans. Donc, en gros, on apprend à traiter le cancer chez les jeunes, et après, il faut traiter les sujets âgés. Et du coup, on s'adapte de façon, on tâtonne, quoi. Enfin, il faut prévenir l'impact du traitement sur l'âge biologique, je l'ai évoqué juste avant. Donc, il y a vraiment des enjeux autour du lien vieillissement et cancer, qui est un des programmes de recherche qu'on a lancé. Or, et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des cibles thérapeutiques pour réduire les effets du vieillissement qui ont été identifiées ces 40 dernières années. On sait que le vieillissement, c'est d'abord un problème de sucre et d'insuline. Les voies du vieillissement passent par insuline, gros factor. On sait que les centenaires japonais qui ont été très étudiés ont un polymorphisme de FOXP3 qui les protège, qui font qu'ils ont un métabolisme insulinique très particulier. Voilà, donc la voie de l'insuline est une première cible, d'où l'utilisation d'antidiabétiques à titre d'essai pour réduire les effets du vieillissement, la metformine, la voie mTOR, les sirtuines, les mitochondries, et puis les cellules sénescentes, les sénolytiques. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, avec les médicaments sénolytiques, si vous êtes capable d'éliminer les cellules sénescentes qui traînent dans vos tissus. Donc, quand on est jeune, nos cellules vieillissent, sénescent, mais le système immunitaire est jeune aussi, donc il les élimine. Quand on vieillit, les cellules sénescentes s'accumulent et elles produisent énormément de cytokines inflammatoires. Donc, vieillir, c'est devenir de plus en plus inflammatoire. Il faut essayer de réduire ça. Si on arrive à... Donc, le cancer n'est qu'une des maladies induites par le vieillissement. Si on arrive à comprendre un peu mieux, et maintenant on a les hallmarks du vieillissement comme il y a les hallmarks du cancer, donc on sait un peu quels sont les paramètres. Si on comprend les facteurs intrinsèques qui accélèrent le vieillissement, facteurs génétiques, microbiote, maladies, les facteurs extrinsèques, mode de vie, facteurs diététiques, exposition à des toxiques, on va pouvoir jouer sur ces facteurs, on pourra prévenir un peu mieux et probablement lutter contre le développement d'un certain nombre de maladies chroniques, dont le cancer. Et c'est le développement des gérosciences qui est vraiment une composante de la recherche sur le cancer aujourd'hui. Voilà, ma dernière diapositive, les enjeux de la recherche sur le cancer en 2024, ce n'est pas seulement comment on améliore l'efficacité thérapeutique contre le cancer, c'est aussi comment on le prévient mieux, comment on le diagnostique plus tôt, comment on gère la qualité de vie après le cancer, comment on s'intéresse aux spécificités de l'âge, les cancers pédiatriques, les cancers prématurés de l'adulte jeune, les cancers, les effets du vieillissement sur le cancer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Peut-être pour commencer, une première question qui reprend un peu à la base et sur laquelle il pourrait être intéressant de revenir, c'est est-ce qu'il y a une définition simple de ce qu'est un cancer? Ah oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, je dirais que la définition c'est une bonne question et une question piège comme toutes les bonnes questions. La définition a évolué évidemment parce que effectivement, je dirais que si on avait discuté de ça il y a 20 ans, on aurait dit bah c'est une cellule de l'organisme, plutôt une cellule souche quand même, ou une cellule assez immature pour être capable d'acquérir des propriétés souches, qui a acquis des mutations génétiques qui lui permettent d'échapper à tout contrôle de l'organisme. Mais bon, maintenant on sait que
l'événement oncogénique initial ne suffit pas. Et il faut probablement plusieurs étapes, d'abord pour transformer la cellule. Ça, on avait déjà un peu cette notion qu'il probablement fallait accumuler plusieurs événements moléculaires le plus souvent, hein, pas toujours, mais souvent. Et puis, en fait, il faut qu'il y ait ce caractère permissif du tissu qui autorise à un moment donné une cellule à partir en vrille et à devenir beaucoup plus autonome. Maintenant, la situation actuelle, c'est que la frontière entre un clone et un cancer est devenue floue pour les chercheurs. La frontière est devenue floue. Alors, une tumeur établie, bon, ok, il y a des critères macroscopiques, microscopiques, anatomopathologiques pour dire une tumeur, c'est une tumeur. Mais entre la cellule mutée dans un tissu sain et la tumeur, la transition est devenue floue. On ne sait plus très bien ce qui fait qu'à un moment donné, on bascule. Cette définition, alors, on pourrait imaginer qu'il y a des paramètres probablement importants. On sait que toute ce qui est autour de la régulation des télomères est importante et que probablement réactiver la télomérase est probablement une phase de transition très importante vers la transformation d'une cellule normale en une cellule cancéreuse. Mais il n'empêche, et c'est un sujet qu'on retrouve de façon récurrente, hein, bizarrement, je dirais, en 2024, la frontière entre cellules normales et cellules vraiment tumorales est devenue floue. Merci. On a ensuite un certain nombre de questions qui concernent les facteurs extrinsèques, donc tout ce qui touche à nos habitudes de vie, au mode de vie. Peut-être une première question qui est quelle est la part relative par rapport à ces facteurs extrinsèques entre ce qui est de leur rôle de promoteur, c'est-à-dire finalement on comprend un peu que le cancer est là préexistant et qu'ils vont simplement promouvoir, favoriser le développement du cancer, et leur rôle de déclencheur. Est-ce que on peut faire un peu la part des choses? Disons que dans l'émergence d'un cancer, il y aura toujours une part les anglo-saxons parlent de bad luck, quoi. Il y a une part de hasard, d'événements oncogéniques malheureux, avec une part de hasard. Et donc, la question de la prévention des facteurs de risque, c'est de ne pas encourager le hasard, en quelque sorte. Et donc, l'effet promoteur, c'est augmenter la fréquence des événements de hasard qui conduiraient à l'émergence d'une tumeur. C'est pour ça que c'est toujours une série de cofacteurs. Donc, on peut avoir une tumeur qui émerge toute seule et un certain nombre de cancers prématurés. Voilà. Ou si on reprend cet exemple que j'ai souvent cité de la leucémie myéloïde chronique et du chromosome Philadelphie, bon, ça, c'est vraiment une tumeur très particulière parce qu'il suffit d'un événement génétique, la cassure chromosomique et la translocation 9-22 pour que la maladie démarre. BCR-Belson et hop, la maladie est là. Donc ça, c'est très particulier parce que c'est un événement unique très fort, probablement survenant par hasard dans un certain nombre de circonstances, qui déclenche la maladie. Dans d'autres cas, il faut de multiples événements pour arriver à faire émerger une tumeur. Une partie sont dus au hasard et les facteurs extrinsèques interviennent comme promoteurs en augmentant le risque de voir émerger ces événements de hasard. Merci. Vous avez parlé aussi d'une évolution importante et récente des cancers sur la sphère digestive, en disant que les causes n'étaient pas forcément très bien connues, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un lien évident, pas évident, avec justement les produits alimentaires hyper transformés, la malbouffe, enfin, est-ce qu'on peut quand même établir une corrélation avec ça? Alors, ça c'est vraiment c'est une question extrêmement actuelle, peut-être plus que jamais. Alors, en fait, on ne sait pas précisément, mais on suspecte fortement
deux facteurs pour expliquer notamment cette incidence croissante des cancers de la sphère digestive, œsophage, estomac, foie, pancréas, etc. Il y a deux facteurs potentiels qui sont suspectés, mais dont il faut encore bien démontrer le gène. L'incidence croissante de l'obésité, peut-être, intervient comme un cofacteur, promoteur par l'inflammation qu'elle crée. Là aussi, encore une fois, toujours c'est le cofacteur inflammation. L'obésité, c'est une cause d'inflammation. Et inversement, la meilleure prévention du vieillissement, c'est la restriction calorique. C'est vraiment tout ça, c'est assez associé. Et donc, l'obésité, et puis deuxièmement, l'exposome. Mais l'exposome, aujourd'hui, c'est fortement suspecté. Ça a conduit les chercheurs qui font de la cancérologie à réagir un peu fortement au récent conflit entre les agriculteurs et l'État. Quand l'État cède aux agriculteurs pour déverser dans les champs des quantités de produits chimiques qu'on comprend mal, je pense qu'on ne va pas dans le bon sens d'une politique de prévention du développement de tout un tas de maladies, dont les cancers. Donc, on suspecte fortement qu'il y a des éléments de l'exposome qui sont très, très difficiles à cerner parce que probablement multiples en plus. C'est jamais un élément seul. Donc, ce sont évidemment des pistes de travail, mais aujourd'hui, on n'a pas de réponse claire à travers le monde à cette augmentation d'incidence. Alors toujours sur les facteurs extrinsèques, quelques questions peut-être un petit peu plus spécifiques qui sont bon, notamment quid de la viande rouge, la consommation de viande rouge qui apparemment fait l'objet de quelques désaccords entre le centre du cancer et puis d'autres types de structures. Est-ce que on a pu démontrer un effet de... Oui, il y a eu une association entre la viande rouge et le cancer digestif, mais c'est un cofacteur relativement faible par rapport à bien d'autres. Donc, il y a des signes dans ce sens, donc oui, mais et ça apparaît pas dans les recommandations princeps, on va dire. Ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est pas la viande rouge, c'est la charcuterie sous cellophane baignant dans le sel et le sucre. Ça c'est très mauvais. Et ça, il y a des arguments très forts pour penser que c'est toxique. Beaucoup plus, peut-être que la viande rouge est peut-être un cofacteur, on ne va pas nier cette idée. Des épidémiologistes qui, je crois, ont quand même des arguments assez convaincants sur ce risque, mais en termes de marge de risque, c'est beaucoup plus faible que bien d'autres cofacteurs. Alors peut-être une autre question aussi sur ces facteurs extrinsèques qui a été amené finalement un peu sous forme de boutade par un auditeur, mais qui peut avoir son intérêt. C'est est-ce qu'on peut imaginer, enfin, les facteurs extrinsèques auraient un effet, qu'ils puissent avoir un effet, alors soit cumulatif bien sûr, mais aussi peut-être un effet réparateur. C'est-à-dire, par exemple, limiter les effets néfastes d'une consommation un peu excessive d'alcool par de la pratique de sport. Oui, faut se rattraper. Voilà, c'est ça, ouais, se Est-ce que ce ne serait pas raccrocher. une petite tentative de déculpabilisation? Ouais, ceci étant, je reçois l'argument, je pense qu'il a sa valeur. De toute façon, l'exercice physique, par exemple, ne peut être qu'encouragé. C'est certainement un facteur de prévention très utile et très important. Il y a une enquête intéressante qui était sortie en début d'année à l'occasion de la Journée internationale contre le cancer, qui est toujours le 4 février, où avait été mesurée en France la perception du risque par chacun d'entre nous. Et en fait, on s'est aperçu que très souvent, chacun situe le risque un petit peu au-dessus de ce qu'il fait lui-même. En gros, si je suis fumeur, le risque, il est à plus d'un paquet si je fume un paquet, il est à 15 cigarettes si j'en fume 10, etc. Et c'était quand même un peu reproductible comme ça dans tous les sens. Donc, évidemment, comme on est soumis à des pressions contradictoires de tous les sens, on se débrouille avec ça comme on peut et on essaye de se dire qu'on ne fait pas trop mal. Bon, moi, ce que j'aime bien dans l'attitude de Suzette Delaloge, dans sa prise en charge dans son programme Interception, etc., c'est son côté déculpabilisation. Bon, arrêtons de dire qu'on a mal fait, etc. On a fait ce qu'on a fait, c'est comme ça, on a bien vécu, et tant mieux.
Maintenant, on gère et on essaye de trouver des solutions là où on se met un peu en danger inutilement. Voilà. Bon, revenons à des choses aussi simples que ça, quoi. Et la question est posée, elle revient aussi à plusieurs reprises dans les questions qui ont été amenées, c'est quid du stress ou du moral des patients? Est-ce que c'est quelque chose qui est objectivable, qui a des explications? Qu'est-ce qu'il en est? Ouais, ça, c'est une question intéressante et qui revient très souvent et à laquelle on n'a pas de bonne réponse. Parce qu'il n'y a pas de vrai modèle, en quelque sorte, permettant de mimer ces effets du stress. C'est vraiment très compliqué à reproduire. Je pense qu'on a tous en tête des situations de gens qui ont développé un cancer après un stress majeur, etc. Ce qui évidemment alimente la forte suspicion. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui on ait un niveau de preuve très fort. Bon. Le niveau de preuve n'est pas très fort, mais ceci dit, le rôle du système nerveux dans l'émergence de tumeurs, ça ne fait que commencer à être exploré. Et voilà, stress, pas stress, ou système nerveux en général et connexion avec le développement des tumeurs, ça reste un sujet d'exploration important et vraiment très mal compris. Je lisais un article publié dans Cell il y a juste quelques jours qui essayait de reprendre un peu les pistes de développement de la recherche dans les années qui viennent. C'en est une, hein, c'en est une clairement, de connecter le système nerveux au développement des tumeurs et de voir le rôle à la fois biologique et puis voilà. Il y a un sujet. Il y a un sujet, mais on n'a pas de bonne réponse. D'accord. Sur les résistances thérapeutiques, peut-être maintenant, la question est abordée aussi enfin, un étonnement par rapport à justement la facilité avec laquelle semble apparaître la résistance de cellules cancéreuses au traitement thérapeutique, qui semble se développer donc beaucoup plus facilement que, par exemple, la résistance des bactéries aux antibiotiques. Euh, Ça peut paraître étonnant. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ça? Oui, les cellules cancéreuses, d'abord, plus la tumeur est développée, d'abord, plus elle est d'une hétérogénéité terrible. Donc ça, c'est le facteur sélection. Mais il n'y a pas que ça. Alors, il y a une sélection due à des caractères acquis d'ordre génétique, épigénétique, mais il y a aussi ce que l'on appelle maintenant les cellules persistantes, c'est-à-dire des cellules qui échappent ponctuellement au traitement et qui se redéveloppent derrière pour des raisons qui sont beaucoup moins claires, je dirais, aujourd'hui. Peut-être dans un environnement aussi qui les protège, parce qu'il y a ce côté aussi, il faut que le médicament accède réellement aux cellules tumorales. Donc, les facteurs de résistance des cellules tumorales, qui sont par ailleurs d'une très grande plasticité, hein, c'est ces cellules qui s'adaptent énormément à la situation, le traitement arrive, ils sélectionnent des tumeurs, mais ils changent aussi l'environnement, et hop, les cellules changent aussi et s'adaptent à ça. Donc, cette extrême plasticité des cellules tumorales qui ont quand même échappé à un certain nombre d'éléments de contrôle normaux dans le tissu font que la résistance se développe effectivement assez facilement. Bon, néanmoins, euh, la situation est pas désespérée hein, quand même. C'est-à-dire qu'avec les combinaisons, je pense qu'on a déjà des exemples extrêmement impressionnants alors c'est toujours des petites niches, hein, etc. Mais il y a des petits groupes de cancers dans lesquels on a des résultats impressionnants, y compris avec des thérapeutiques qui n'utilisent même plus du tout de chimiothérapie, par exemple. On a des groupes de cancers qui voilà, comme je suis hématologue, j'ai tendance à prendre des exemples dans les leucémies, mais on a des sous-groupes de leucémie aiguë. Alors, la leucémie aiguë, c'est très hétérogène. Il y en a qui restent extrêmement graves et très difficiles, mais il y a des leucémies aiguës, les leucémies aiguës promyélocitaires, qu'on guérit à 99% avec de l'acide rétinoïque et de l'arsenic, un dérivé de la vitamine A et de l'arsenic. Il n'y a plus de chimiothérapie. Il n'y a pas de rayon, il n'y a pas de chirurgie, voilà. Donc, le chemo-free, pour reprendre les termes souvent utilisés par les anglo-saxons, donc le traitement sans chimiothérapie dans des tumeurs pourtant agressives et assez évoluées, ça existe, ça arrive à être efficace, etc. Et ce sont des solutions pour
contourner des méthodes de résistance qui apparaissaient avec la chimiothérapie telle qu'on l'utilisait. Après, il y a d'autres gens qui conceptualisent avec la thérapeutique adaptative. C'est-à-dire que, et ça, c'est quelque chose qui conceptuellement est un peu plus complexe, mais quand même intéressant pour la réflexion, c'est que est-ce qu'il faut à tout prix guérir d'un cancer, en particulier quand on a un certain âge? Est-ce qu'il ne faut pas le mettre simplement sous contrôle? Et la thérapeutique adaptative, c'est un peu ça, c'est-à-dire réagir au coup par coup, avec des médicaments moins agressifs, mais qu'on donnera de temps en temps pour contrôler la progression. Est-ce qu'il ne faut pas assurer surtout une bonne qualité de vie plutôt que vouloir à tout prix éradiquer la tumeur avec des bombes qui vont déclencher des tas d'effets secondaires? Donc, voilà, toutes ces questions sont sur la table, mais dans ce contexte de grande complexité quand même, on a affaire à une maladie d'une très grande complexité quand même. Dans ce contexte de complexité, on arrive à progresser pied à pied, je dirais. En fait, c'est une excellente transition, si je peux me permettre, sur le thème là, que je vais aborder maintenant, qui concerne justement les personnes les plus âgées. Peut-être une première question qui est, bon, vous avez expliqué que les traitements sont testés, validés sur donc la catégorie intermédiaire, je dirais bon, des adultes, et que finalement les personnes les plus âgées ne font pas vraiment l'objet d'études cliniques ou d'études de validation. Pourquoi? Pharmacologique, bien sûr. Pourquoi? L'industrie pharmaceutique ne veut pas qu'on inclue dans les études cliniques de personnes de plus d'un certain âge parce que, passé un certain âge, les comorbidités sont des facteurs d'interférence trop importants. Donc, par souci de simplicité d'analyse, ils ne le font pas. Donc, bon, de même que beaucoup de gens s'interrogent pourquoi on arrête le dépistage après 74 ans. Le dépistage systématique des cancers, la politique publique, c'est entre 40 et 74 ans. Donc, c'est pas. Après, on Oui, arrête. oui. On arrête à cause de la comorbidité qui fait qu'il n'y a plus de bénéfices, il y a plus de risques que de bénéfices à continuer ce genre d'opération, sauf à l'échelle individuelle quand c'est nécessaire. Alors, sur les Donc, personnes justement les plus âgées, est posée la question avec l'explosion des coûts, avec des traitements de plus en plus sophistiqués d'une part, et puis d'autre part le vieillissement de la population, un auditeur se pose la question de savoir si on aura des choix difficiles à faire justement par rapport à l'effort de soins qu'on peut faire pour ce public-là. ouais, C'est je une pense question que aussi sociétale, effectivement, Énorme mais problème. ouais, excellente question, hein. Je pense que c'est un problème. Bon, les Anglo-Saxons qui sont souvent en avance sur nous dans ce genre de décisions ne les ont pas prises pour l'instant, donc on peut penser que c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Non, je pense aussi que ça doit nous inciter à développer des efforts autour de la prévention du dépistage, du traitement des formes précoces autant qu'on peut, parce que c'est là qu'on peut probablement, finalement, à la fin, faire une économie sociétale aussi de prise en charge. Et peut-être que là, il y a vraiment des éléments de réflexion importants hein, autour de ces facteurs. et aussi, comme Ça, vous le disiez, peut-être de ne pas vouloir forcément aller vraiment guérir la maladie, mais assurer une certaine qualité de oui, c'est un autre vie. aspect. Et puis, je pense qu'on va progresser aussi. Bon, j'ai évoqué l'âge biologique à un moment donné. Je pense que peut-être dans quelques années, on arrivera avec une prise de sang à dire, voilà, vous avez vieilli, tel organe vieillit plus vite que d'autres, parce que c'est un peu ça le vieillissement aussi. Il y a des organes qui vieillissent plus vite que d'autres. En gros, tel ou tel tissu, le cerveau chez un, le système hépatopoïétique chez d'autres, etc. Peut-être qu'on arrivera à mieux cerner le vieillissement que maintenant, où on ne sait pas bien le cerner, parce qu'on fait des bilans gériatriques qui sont extrêmement lourds et complexes et qui sont très imparfaits et en partie subjectifs. Time consuming, et finalement, ça, c'est pas bien fait. Donc, en fait, aujourd'hui, plus on vieillit, moins on sait bien prendre en charge le cancer, en gros. Or, la population vieillit, donc il faut quand même s'attaquer à cette question. Donc,
voilà, ça vient, et il y a vraiment une oncogériatrie qui se développe, qui cherche des solutions, qui cherche des marqueurs, qui cherche à mieux prendre en charge et qui peut-être réfléchit à considérer la maladie autrement. C'est là où on en vient à la qualité de vie, au contrôle de la progression. Nous aurons, Et peut-être pour nous aurons, terminer, Marie, excuse-moi, je voulais préciser une chose, nous aurons à la fin de l'année, au dernier trimestre, une conférence d'économie de la santé qui essaiera de traiter de ces Voilà. problèmes parce que c'est évidemment un problème. Et je rebondis sur une chose, je te coupe un petit peu, Marie, mais il y a eu 2 ou 3 questions qui me tiennent moi aussi tout à fait à cœur. J'aimerais que tu précises, Eric, les les limites du dépistage systématique et en particulier les risques de surdiagnostic et de surtraitement, autrement dit, de maladies qui n'auraient jamais fait mourir l'individu chez qui on le dépiste. Et c'est d'autant plus vrai au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, évidemment, et c'est particulièrement vrai pour certains cancers. Tu l'as dit pour la prostate, par exemple, hein, où je Exactement, crois que 100% des gens à 90 ans ont un cancer de la prostate, c'est ça. mais n'en meurent pas, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est un point capital, absolument. Une politique publique systématique, comme on a en France, dans le sein, le col et le côlon, ne peut être mise en place que lorsqu'elle a fait la preuve d'une sensibilité, d'une spécificité suffisante pour ne pas exposer à un risque important de surdiagnostic. C'est pour ça qu'en revanche, il n'y a pas de dépistage systématique du cancer de la prostate par le PSA, qui est le mauvais test. Alors, le PSA et l'INCa l'indique clairement, le PSA ne doit pas être utilisé comme un outil de dépistage. Voilà. Mais ça n'a pas forcément diffusé partout, ça. Hein. C'est pas accepté Pas trop, par. non. Pas Voilà. trop, non. Les urologues n'aiment pas beaucoup Il cette ne faut pas aller dire recommandation. ça à nos amis urologues, oui, c'est ça. Voilà. Mais bon, donc, tout ça pour dire que la question de la sensibilité et de la spécificité sont extrêmement importants pour mettre en place une politique publique. Aujourd'hui, la question se pose à propos du dépistage du cancer du poumon, qui a été, comme je disais tout à l'heure, mis en place aux États-Unis, dans certains pays européens. La France, ça commence tout juste avec les scanners à bas débit qui risquent moins de l'irradiation chez des sujets à risque. Mais il y avait encore ces dernières années un risque trop important de surdiagnostic et donc de surchirurgie sur des nodules qui n'étaient pas cancéreux, etc. Donc, ça fait peut-être que les progrès actuels de l'imagerie, justement, vont résoudre cette question du risque de surdiagnostic. Pour ce qui est des mammographies, avec 2 lectures de radiologue, je rappelle la règle, c'est 2 lectures de radiologue en cas de doute, échographie complémentaire, etc. Avec ces précautions-là, on est arrivé à des taux de spécificité très élevés. Avec le test de sang dans les selles, c'est 8% de cancer colique quand ils sont positifs, et les autres, ils ont une coloscopie qui permet de vérifier qu'il n'y a pas un polype qui traîne et qui pourrait un jour. Donc, tout ça est bien calé et n'est pas risqué. Mais c'est pour ça qu'on ne fait pas plus de dépistage dans les autres domaines, parce qu'on n'a pas de stratégie qui risque pas d'induire énormément de faux positifs ou rater énormément d'opportunités. Il y a encore, on aura beau faire ce qu'on veut, il y aura quand même toujours quelques faux positifs, quelques faux négatifs. Dans certains organes de sein, si c'est un faux positif, c'est pas forcément dramatique. Un faux négatif, ça peut être très mal compris quand ça arrive. C'est possible. dans la continuité un peu de ce point que Jacques, tu as amené, il y a une autre question qui est posée sur justement le progrès des diagnostics précoces, qui fait que forcément c'est très positif en matière de résultats pour les chances de survie en cas de cancer. Mais est-ce qu'on ne peut pas craindre aussi que justement des diagnostics très précoces puissent affecter lourdement la qualité de personnes, la qualité de vie de personnes pendant très très longtemps finalement, du fait des traitements qu'on va les faire suivre, peut-être des effets psychologiques, quelque chose de très lourd finalement à apporter ou avec des effets secondaires, etc. Alors que Non, bon, non. peut-être que le développement du cancer serait arrivé très tard dans leur existence et aurait été moins invasif d'une certaine façon. Oui, je comprends très bien l'inquiétude que ça peut générer, mais je crois que vraiment, il faut raisonner à mon sens dans l'autre sens, c'est-à-dire que le diagnostic précoce, c'est une économie thérapeutique derrière, parce qu'en gros, c'est quand on fait le diagnostic tôt qu'on peut faire le traitement minimum.
Et d'ailleurs, dans un certain nombre de cas aujourd'hui, on travaille aussi sur des désescalades thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on essaye de réduire au maximum le traitement nécessaire pour contrôler, et on y parvient dans certains cas. Non, non, je crois que mais c'est là où il faut effectivement bien choisir sa politique de dépistage, et ne pas se tromper, et pas s'impatienter qu'on ne mette pas en plus de politique publique. Il faut déjà utiliser ce qui existe. Et non, non, vraiment, le dépistage et le traitement précoce, c'est le meilleur moyen pour avoir une économie de traitement. Alors, l'anxiété que ça génère, de toute façon, dès qu'on prononce le mot cancer, je pense qu'on n'échappe encore pas à une anxiété imparable. Mais néanmoins, elle a quand même, les choses ont quand même énormément changé en 40 ans en termes de perception de la maladie dans la société. On en parle ce soir, on en parle beaucoup. Et c'est déjà bien. Et je pense qu'on sait maintenant aussi que dans la majorité enfin, quand même, dans plus de 50% des cas, on contrôle. Donc, voilà, la situation a évolué quand même et elle continue à évoluer très vite. Donc, je pense qu'on en parlera de plus en plus librement. Merci beaucoup, Eric. Bah, écoutez, je crois qu'on arrive un peu au bout des questions, à moins que Jacques, tu veuilles en Non, non, c'est rajouter. très bien. C'est très bien. Je crois que c'est très bien. Je crois qu'Éric a répondu à toutes les questions. Je dois transmettre les très nombreux remerciements pour la clarté de l'exposé. On a vraiment beaucoup de spectateurs qui nous remercient via le chat et qui te remercient tout spécifiquement, Éric. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir répondu si précisément à toutes ces questions. Et à bientôt.